La Chine en flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans, elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Maintenant, nous le savons et nous nous devons d'agir. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain. Aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 13 donnée le 8 novembre de l'an 2021 du calendrier grégorien, 6263 du calendrier kémite et 4719 du calendrier chinois. Je suis Patrice Dionce, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je partage avec vous mon expérience d'entrepreneur en Afrique et avec l'Afrique en vous donnant humblement des outils de compréhension de ce qui pourrait booster les performances de votre entreprise ou pousser à la réflexion. La psychologie de l'Africain, notre paradigme, doit être aussi étudiée par nous-mêmes avec nos regards d'Africains pour mieux nous préparer à l'art de la guerre à l'africaine. Aujourd'hui, je vais avoir besoin de vous pour parfaire mon analyse, car elle est inédite. Je veux chercher à comprendre comment mieux adapter notre management en Afrique. Le management correspond à plusieurs des 5 piliers de l'art de la guerre de Sun Tzu, la discipline, la doctrine et le général. C'est cela qui maintient en cohésion ton armée ou ton entreprise. Or, l'on s'aperçoit que tout ce que l'on apprend en Occident, aux Amériques ou en Chine, ça ne fonctionne pas sur le continent africain. Surtout quand l'on les applique par nous-mêmes, entre nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors je vois tous mes congénères coachs qui propagent les secrets de la réussite ou du management issus de livres qui ne fonctionnent qu'en Occident. Car il y a eu un préalable éducatif, structurel et financier. Une masse salariale éduquée, plus conciliante, a donné de son temps, de son énergie ou de sa connaissance pour enrichir un dirigeant et ses actionnaires. Tout cela à son détriment. Cela est aussi la contrepartie de beaucoup d'avantages qui passent par la sécurité de l'emploi, les congés payés, la mutuelle, les transports pris en charge, les retraites, etc. J'en passe et des meilleurs. En vérité, même si les salaires peuvent être discutables, car c'est un autre débat que j'aimerais ouvrir sur le pouvoir d'achat, le salarié français dispose d'une batterie d'avantages par rapport même à son chef d'entreprise. Ce dernier n'a souvent que la satisfaction de gagner beaucoup plus que ses salariés, mais souvent en disposant de beaucoup moins de droits. Beaucoup ne savent pas que le chef d'entreprise a l'obligation de résultat, ne serait-ce que pour payer ses employés, rembourser ses dettes et anticiper l'avenir. Certains diront qu'il n'est pas à plaindre en regardant uniquement son train de vie, mais souvent tout cela n'est que l'arbre qui cache la forêt. Mais revenons à nos moutons. Le sujet d'aujourd'hui, et j'ai besoin de vous, est l'étude du management en Afrique, ou même dans la diaspora. Africain entre Africains, noir entre noirs, pas autre chose. J'ai besoin de vous pour qu'on l'on s'auto-ausculte, pour que l'on sorte des stéréotypes communs, que l'on nous affuble à tort et à travers, que l'on arrête de dire que le noir est feignant, paresseux, peu soigneux, dilettant, pas rigoureux ou nonchalant, mais surtout comprendre pourquoi l'on se crispe entre nous quand un autre noir nous commande ou tient le leadership d'une autre affaire. Pourtant, quand je nous observe travailler parmi et avec d'autres communautés, nous sommes besogneux, ponctuels, serviables, affables et volontaires, voire même zélés. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de travailler entre nous, entre Africains, entre Noirs, cela vire très vite à l'anarchie. Manque de discipline, de rigueur, méchanceté gratuite, susceptibilité, suspicion et pour finir, le coup ultime, la trahison. Beaucoup de gens de ma communauté, parfois, quand ils se plaignent des réseaux sociaux, vont te dire oui, il nous faut nos propres outils. Notre Facebook noir, notre YouTube noir, notre Spotify noir, notre WhatsApp noir ou même notre Netflix noir. Oui, mais toutes ces plateformes existent déjà, souvent avec un équivalent africain ou afrodescendant. Il en existe à foison et je ne pourrais pas toutes les citer. Mais le plus souvent, elles peinent toutes à décoller, car le soutien et surtout l'engouement n'est pas là.
Il y a ce côté où l'on semble pas s'aimer et ne jamais apprécier ce que nous autres nous faisons car jamais au niveau de ce qui existe déjà. Et j'aime bien entendre l'exemple de nos médias. Tu vas entendre toutes les personnes de notre communauté dire qu'il nous faut nos propres médias. Sauf que je n'ai jamais vu une communauté en disposant autant et ne pas les voir. Nous avons le syndrome Arte ou France Télévisions. L'on demande des chaînes culturelles et de diffusion de savoir. Sauf que ces chaînes finissent par fermer ou se restreindre. Car personne n'y va, ou très peu. Leurs audiences sont si faibles que l'on enferme certaines comme la chaîne France O, qui nous était comme par hasard dédiée, mais qui ne marchait pas selon leurs critères. C'est l'une des raisons qui faille que nos activités parfois ne décollent pas ou décrochent très peu de financement ou de grosses levées de fonds. Car l'on sait qu'une entreprise montée uniquement d'afro, entre eux, a une durée de vie limitée et une productivité moindre du fait de tous ces tiraillements internes. Ces luttes de pouvoir, ces suspicions internes, cette jalousie maladive à ne pas vouloir voir son frère et sa sœur progresser. Nous nous laissons très peu de chance entre nous, car nous nourrissons plusieurs peurs. Celle que celui avec qui l'on travaille profite de tes compétences ou de tes connaissances pour s'enrichir allègrement sur ton dos, et que donc il te dépasse. La seconde peur, mais qui ressemble à peu près à la précédente, qu'il devienne plus riche que toi et bénéficie d'une meilleure notoriété et donc de privilèges. Mais souvent, tout cela est alimenté par une ingratitude manifeste de nos leaders qui ne savent souvent pas faire preuve d'humilité et de générosité. Aussi, l'on sait souvent l'issue d'une entreprise composée uniquement de noirs venus d'horizons différentes. Ça va finir soit en eau de boudin, soit dans des disputes à n'en plus finir. Je vous renvoie à ma leçon numéro 11, pourquoi beaucoup d'entreprises afro échouent-elles ? Alors que disent nos manuels de MBA, de stratégie marketing et de commerce international ? Rien ne fonctionne là-bas d'une part parce que nous n'avons pas formé nos populations à la culture d'entreprise et donc éludons souvent tous les sujets de relations clients. Nos MBA faits en Occident ne prennent pas en compte aussi la notion très peu connue chez eux mais qui fait valeur de référence entre Africains ou Afro-descendants est celui de l'agenda caché. En congolisme courant, c'est lorsqu'un collaborateur, partenaire ou employé crée son business dans ton business. Une manœuvre très courante dans l'entrepreneuriat africain qui agit comme une plaie en sommeil à chaque nouvelle collaboration, qu'elle soit amicale, voire familiale. Pour illustrer mes propos, nous allons prendre exemple dans le monde musical noir et surtout le plus emblématique et problématique, celui de la communauté noire francophone. Il faut observer le nombre de groupes musicaux qui se séparent à cause de ce principe de mésalliance et malveillance. Vous observerez qu'en France, voire même dans la francophonie, que très peu de groupes noirs se maintiennent, mais surtout des artistes individuels qui prolifèrent. Le seul groupe populaire qui ait fonctionné sur une très longue durée, sur près de 40 voire presque 50 ans, a été le groupe Kassav, qui a eu l'ingéniosité de laisser de la place à chacun de ces artistes la composant. Tous individuellement ont leur répertoire qui alimente celui du groupe. Le génie est que chacun contribue au succès de tous les artistes dans leur domaine et ce succès devient le patrimoine collectif du groupe Kassav. Je tiens à délivrer un brillant hommage à Jacob Desvarieux qui était le lion du groupe pendant toutes ces années. Saurons-nous faire perdurer son œuvre malgré son absence? C'est pour Kassav un nouveau challenge.